Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Rubecki, avocat associé du cabinet Valoris Avocat et je suis ravi au nom de toute l'équipe Recover de Valoris Avocat de vous accueillir pour ce webinaire. Comment rebondir après la crise? Valoris Avocat vous en dit plus. Valoris Avocat, comme vous le savez peut-être, c'est un cabinet d'avocats indépendant basé à Strasbourg, à Lyon et à Paris. Nous traitons tous les aspects du droit des affaires, du droit du travail et de la fiscalité, et nous avons un ancrage national et international très fort. Notre équipe Recover se propose aujourd'hui de vous proposer différents instruments juridiques et fiscaux qui vont vous aider à surmonter la crise présente et de rebondir. Dans un premier temps, Maître Anthony va vous expliquer comment gérer les relations avec vos clients et vos fournisseurs de la meilleure manière. Ensuite, Maître Tina Hurnell vous présentera des aspects liés au droit du travail et notamment les conséquences de la crise sur la reprise, la poursuite et le maintien de l'activité. Dans un troisième temps, Maître Alice Anderley vous présentera des aspects liés aux difficultés et à la cessation des paiements en mettant l'accent sur les mécanismes légaux de protection de l'entreprise pour éviter les défaillances. Et enfin, je vous présenterai les aspects fiscaux de certains moyens de refinancement de votre activité, que ce soit par rapport en capital ou par la dette. Vous aurez tout au long de ce webinaire la possibilité de poser des questions dans la partie à droite de votre écran. Nous nous efforcerons d'y répondre après le webinaire et si nous n'avons pas le temps, vous avez également la possibilité de nous envoyer vos questions par courriel à l'adresse info@valorisavocat.com. Je passe maintenant la parole à Maître Anne Anthony qui va nous parler de la crise et de vos contrats. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Je propose de débuter ce webinaire avec l'impact de la crise du Covid-19 sur vos contrats d'affaires, avec un focus un peu plus particulier sur le recouvrement de créances, puisque vous êtes certainement confrontés dans vos activités respectives à des clients ou des partenaires qui peut-être ne peuvent plus vous payer, ne peuvent plus honorer leurs commandes, ne peuvent plus vous livrer, ou au contraire, c'est peut-être vous qui, comme beaucoup d'entreprises actuellement dans le pays, font face à des difficultés et vous-même n'êtes plus en mesure d'honorer vos engagements contractuels. Alors, quels sont les réflexes à avoir dans un tel cas? Le premier réflexe à avoir, c'est celui d'aller regarder votre documentation contractuelle. Vous avez certainement conclu un contrat avec vos partenaires. Vous avez peut-être plutôt privilégié vos conditions générales de vente ou d'achat, ou encore vous êtes soumis à celles de vos partenaires. Vous avez échangé des bons de commande, des accusés de réception de commande et des factures. Vous avez échangé de la correspondance. Il va falloir aller compiler toute cette documentation de manière exhaustive et aller regarder si dans cette documentation, il n'existerait pas des clauses ou des moyens permettant à votre co-contractant de s'affranchir valablement de ses obligations à votre égard. Alors, quelles sont ces clauses ou ces mécanismes qui pourraient permettre à vos co-contractants de suspendre, par exemple, leur paiement et donc de rendre un peu plus difficile aujourd'hui votre recouvrement de créances? La première dont vous avez beaucoup entendu parler, c'est ce qu'on appelle la clause de force majeure. Cette clause qui est dans le Code civil, à l'article 1218, et qui permet, lorsqu'un événement dit imprévisible et irrésistible lors de la conclusion du contrat survient en cours de contrat, de suspendre vos obligations respectives. Alors, cette force majeure, il va falloir aller regarder l'existence de la clause, vérifier sa validité, et aller voir quelles sont les conditions d'application et les effets que vous avez entendu y donner avec votre partenaire. Est-ce que ces effets, ces conditions d'application sont remplis aujourd'hui ou non? J'attire votre attention sur ce point, sur le fait que quand bien même vous n'auriez pas de clause de force majeure dans votre contrat, la force majeure est légale, je l'ai dit avant. Jusqu'à présent, les tribunaux ont considéré que la force majeure, en cas d'épidémie, ce n'était pas forcément un cas de force majeure. On a de la jurisprudence qui a été compilée sur les épidémies de dengue et de chikungunya en Outre-mer. Et on a eu des cas qui se rapprochent plus du Covid-19, par exemple le SARS en 2002 ou encore le choléra. Et à chaque fois, les tribunaux français ont dit non, ce n'est pas de la force majeure, parce que les épidémies étaient finalement assez circonscrites. Mais aujourd'hui, j'attire votre attention sur le fait qu'on a de la jurisprudence, notamment du tribunal de commerce de Paris, qui a rendu une ordonnance très intéressante à la fin du mois de mai et qui vient nous dire que l'épidémie, la pandémie de Covid-19 est bien un cas de force majeure. Donc effectivement, dans le cas d'une clause de force majeure ou non, il va vraiment falloir se pencher sur la question et être attentif vis-à-vis de vos partenaires si ceux-ci ne payent pas.
Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des clauses d'imprévision. Alors, c'est quelque chose qui est entré dans le Code civil en 2016, lors de la réforme du droit des contrats en octobre 2016. Et ça vous permet, en cours de contrat, si un événement alors, financier ou économique survient, qui rend la poursuite du contrat impossible, ou en tout cas à des conditions économiques inacceptables, de renégocier le contrat, voire de le résoudre si vous l'avez prévu. C'est un peu plus complexe, il y a des mécanismes de passage par le juge, mais allez regarder si cette clause existe, parce que là aussi, elle peut peut-être dédouaner votre co-contractant. Et enfin, il existe ce qu'on appelle les MAC clauses, je ne vais pas m'étendre, ce sont des clauses qu'on trouve surtout dans les contrats de cession d'entreprise, elles sont très connues des praticiens de droit des sociétés, et elles sont intéressantes parce qu'en cas de survenance d'un événement, peu importe, qu'il soit économique ou autre d'ailleurs, on va pouvoir souvent résoudre le contrat. Allez vérifier l'existence de ces clauses. Peut-être qu'elles permettent de dédouaner votre co-contractant. Si ce n'est pas le cas, alors effectivement, vous allez pouvoir envisager de recouvrer votre créance. Mais avant, petit aparté, si vous n'avez pas ces clauses, je peux que vous recommander de réviser vos contrats avec vos partenaires, négociez-les pour insérer ces mécanismes. Et je suis certaine que vos partenaires auront autant intérêt que vous à le faire. Tout le monde a souffert de cette crise et il est important aujourd'hui de vous prémunir de toute difficulté à l'avenir et de prévoir des clauses qui vous permettent de renégocier, de sortir des contrats facilement ou de suspendre vos obligations en cas de difficulté. À côté de ce volet légal, il y a un autre aspect juridique dont il faut tenir compte, c'est l'impact de ce qu'on a appelé les ordonnances Covid-19. Il y a plusieurs ordonnances qui ont été rendues concernant des clauses contractuelles ou des mécanismes contractuels et qui permettent d'en reporter les effets dans le temps. C'est le cas, alors je prends un exemple, mais il y a beaucoup de clauses concernées, c'est le cas par exemple des clauses pénales que vous avez peut-être dans vos contrats. Lorsque votre co-contractant ne paye pas, il va être soumis bien sûr à des intérêts de retard, mais aussi au paiement d'une indemnité forfaitaire. Eh bien, ces ordonnances, il y en a eu plusieurs, viennent nous dire que si la clause pénale, par exemple, portait effet pendant la période dite juridiquement protégée, qui a démarré le 12 mars pour se terminer le 24 juin, à ne pas confondre avec la période de crise sanitaire qui, elle, est fixée actuellement au 10 juillet, eh bien, les effets de cette clause sont reportés dans le temps selon des mécanismes, des calculs qu'il faut faire qui peuvent s'avérer complexes. Donc, il faut aller regarder au cas par cas de quel type de clause il s'agit et jusqu'à quand les effets vont être reportés. Mais là aussi, votre contractant peut peut-être légitimement ne pas payer les clauses pénales aujourd'hui parce qu'il sait que ces effets sont reportés dans le temps. Ça peut aussi être le cas des astreintes, ça concerne aussi les clauses résolutoires des contrats, mais ça ne concerne pas les intérêts de retard, qui, eux, continuent à courir normalement. À côté de ces aspects purement légaux, et on va passer au slide suivant, il y a un aspect business dont vous devez tenir compte avant de lancer toute procédure contentieuse. Allez vérifier la situation financière de votre co-contractant. Parce qu'il est clair qu'avec la situation économique actuelle, des entreprises sont en train de faire faillite, d'autres vont le faire malheureusement dans les prochains mois. Donc il va falloir aller vérifier la solvabilité de votre co-contractant, allez vérifier qu'il n'est pas en état de faillite parce que sinon il faudra vous tourner vers une procédure et déclarer votre créance et ne pas vous lancer dans une procédure contentieuse peut-être coûteuse ou passer des frais en mise en demeure. Donc c'est le premier réflexe à avoir aujourd'hui. Le second, c'est d'aller sécuriser vos canaux de distribution, vos canaux d'approvisionnement. Si vous voyez que vos partenaires ont des difficultés, qu'ils suspendent leur paiement, qu'ils ne peuvent plus vous livrer, il faut aussi avoir en tête peut-être que certains pans d'activité vont devoir être réformés, ne sont peut-être plus pérennes, et qu'il faut penser à chercher d'autres fournisseurs, d'autres clients, ou en tout cas à réfléchir au business model et aux canaux de commercialisation des produits. Ça, c'est vraiment un aspect aussi fondamental à avoir à côté de l'aspect juridique. Alors, tout ceci ayant été dit, si malheureusement votre co-contractant ne vous paye pas et qu'il ne peut pas se réfugier derrière des clauses ou des mécanismes d'ordonnance Covid-19, ce que nous recommandons avant de lancer un contentieux, c'est vraiment la négociation aujourd'hui. Parce qu'il est clair que vous aurez toujours plus intérêt à obtenir une partie de votre dette aujourd'hui de manière certaine, plutôt que d'attendre d'obtenir la totalité peut-être l'année prochaine, avec une société, on l'a vu, qui sera tombée en faillite entre-temps. Vous aurez engagé des coûts d'avocat, des coûts de procédure, et malheureusement, vous ne recouvrirez pas votre créance. Donc, il faut être pragmatique aujourd'hui et essayer de discuter, de négocier avec ses partenaires pour obtenir quelque chose rapidement. Autre point, si vous entrez en négociation et que cela fonctionne, n'oubliez pas la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel. Celui-ci vient sécuriser les droits et obligations que vous avez fixés avec votre partenaire et vous aurez la possibilité ensuite d'exécuter facilement ce protocole au tribunal
si votre co-contractant venait finalement à ne pas l'exécuter. Et ça, on l'oublie trop souvent. Donc, il faut sécuriser vos négociations. Enfin, si malheureusement les négociations ne sont pas possibles ou ne fonctionnent pas, n'oubliez pas le courrier de mise en demeure. Certainement que peut-être pour vous c'est une évidence, mais en fait le courrier de mise en demeure c'est quand même le minimum de bonne foi dans les relations contractuelles. La bonne foi est un principe d'ordre public depuis la réforme du droit des contrats. Elle est dans le code civil citée à de maintes reprises. Donc on n'oublie pas de prévenir son co-contractant de son intention de contentieux. Et puis souvent les mises en demeure peuvent faire courir certains délais. Passé la mise en demeure, si votre co-contractant ne s'exécute pas, il va vous rester la procédure contentieuse. Et là-dessus, nous avons un conseil. Nous recommandons fortement la procédure dite d'injonction de payer. Pourquoi? Parce qu'elle est simple, rapide et peu coûteuse. Elle vous permet, par un acte assez facilement rédigé, sauf cas plus complexe, de vous tourner vers un juge sans prévenir votre co-contractant. On agit par requête, la partie adverse n'est pas prévenue, le juge analyse votre dossier sur pièce, et s'il estime votre demande fondée, il va rendre un jugement. Si la partie adverse ne forme pas opposition dans le mois, eh bien ce jugement est immédiatement exécutoire. Donc c'est très intéressant parce que vous voyez que le juge va statuer assez rapidement, nonobstant les délais de tribunaux Covid-19, et vous aurez un titre exécutoire rapidement, et quand même à moindre frais, eu égard à un contentieux qui sont souvent plus longs. Il est d'autant plus intéressant qu'il vous permet d'agir aussi contre des débiteurs situés à l'étranger, et notamment dans les États membres de l'Union européenne, puisque nous connaissons un mécanisme qui s'appelle l'injonction de payer européenne, qui vous permet, par la rédaction d'un formulaire de vos demandes, eh bien, de pouvoir agir directement contre des débiteurs dans d'autres États membres de l'Union européenne et de faire exécuter facilement ensuite votre décision. Donc, il ne faut pas hésiter, sauf cas complexe ou cas d'extrême urgence, à vous lancer sur l'injonction de payer européenne. Quelques mots maintenant, on va regarder le slide suivant, sur la situation inverse. Celle où effectivement c'est vous qui seriez en difficulté, vous ne pouvez plus faire face à vos obligations, comme beaucoup d'entreprises. Les réflexes à adopter sont les mêmes que ceux que j'ai pu évoquer avant. On va en reparler rapidement. Regardez vos documents contractuels, analysez-les. N'y a-t-il pas des clauses qui vous permettent de suspendre vos paiements, de sortir du contrat, de trouver une solution pour garder en trésorerie et ne pas avoir forcément besoin de décaisser des sommes importantes tout de suite? Allez regarder l'effet de ces ordonnances Covid-19. On a vu qu'elles permettent vraiment de reporter dans le temps l'effet de nombreuses clauses pénales, astreintes et clauses résolutoires de contrat. Donc ça peut aussi être une solution pour gagner du temps actuellement. Dernier point, ou avant-dernier point, on en a parlé avant, allez négocier. Je le redis encore une fois, vos partenaires auront toujours intérêt à recevoir une partie de leur créance aujourd'hui, plutôt qu'à se lancer dans une procédure certainement longue et hasardeuse, d'autant plus hasardeuse que les tribunaux ont fonctionné vraiment au ralenti depuis 2-3 mois. À part certaines affaires pénales et les affaires d'extrême urgence en matière civile et commerciale, il n'y a pas eu d'audience et il y a plusieurs mois, on peut le dire en pratique, on voit déjà plusieurs mois de retard dans les dossiers. Donc lancez-vous dans une négociation. Et pour finir, n'oubliez pas qu'il existe en droit français un concept qu'on appelle l'exception d'inexécution, qui est dans le Code civil maintenant, et qui permet à votre co-contractant, si vous-même, par exemple, cessez vos paiements ou vos obligations, et lui-même en retour de suspendre les siennes. Alors bien sûr, il y a des conditions à remplir, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça peut quand même avoir un effet sur vos relations à vous. Vous pourriez vous retrouver sans approvisionnement, ne plus pouvoir livrer à vos clients finaux, ne plus pouvoir travailler avec vos sous-traitants. Donc il faut bien avoir tout ceci à l'esprit et réfléchir à cet ensemble juridique et business dans la situation actuelle. Voilà ce que je pouvais vous dire, quelques mots, quelques premiers réflexes en matière de contrat d'affaires. Écoute, on retient de cette intervention qu'en matière juridique, le droit français offre beaucoup d'instruments de sécurité, mais qu'il faut en tout état de cause privilégier la négociation et la discussion. Je passe maintenant la parole à Maître Tina Hurley qui va nous présenter les aspects du droit du travail et l'impact sur la crise. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. L'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 10 juillet inclus. La sortie de crise s'amorce. Comment allez-vous pouvoir appréhender au mieux les relations de travail dans ce contexte si particulier? À court terme d'abord, dans le cadre de la reprise progressive de l'activité.
Avec le déconfinement du 11 mai, certains d'entre vous ont d'ores et déjà pu reprendre leur activité avec un retour progressif sur site et les préoccupations immédiates liées à la sécurité des salariés. Pour d'autres, les salariés sont encore en activité partielle. Comme vous le savez, face à cette crise inédite, le gouvernement a adapté le dispositif d'activité partielle en mettant en place un dispositif sans précédent. Aujourd'hui, les mesures prises par le gouvernement sont tournées vers une stratégie de déconfinement progressif et donc de reprise progressive de l'activité. Je pense notamment à l'individualisation du dispositif ou encore au cumul aujourd'hui possible sous condition avec le télétravail. D'abord, je veux revenir sur la durée du dispositif de l'activité partielle. Vous savez que l'autorisation peut être accordée pour une durée de maximum 12 mois contre 6 préalablement, mais qu'une demande de renouvellement est possible, qui sera, le cas échéant, soumise à des engagements spécifiques fixés par la directe en tenant compte de la situation de l'entreprise. Il s'agira notamment du maintien dans l'emploi des salariés, donc par exemple pas de licenciement pour motif économique à ce moment-là. En cas de non-respect des engagements, l'administration peut procéder au recouvrement des sommes versées, donc cela peut s'avérer extrêmement contraignant. À l'inverse, il est possible d'opter pour une reprise prématurée. Une simple information à la directe suffira pour interrompre la prise en charge. Pour permettre la reprise progressive d'activité, le gouvernement a pris des mesures visant à s'adapter plus finement aux besoins des entreprises, à vos besoins. Il y a d'abord l'individualisation du dispositif qui permet de placer une partie seulement des salariés de l'entreprise en position d'activité partielle. Donc, cela revient à suspendre le contrat de certains salariés tout en demandant à d'autres salariés du service de venir travailler. Vous pouvez également appliquer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Cette façon de procéder peut légitimement susciter du côté des salariés des interrogations, ce qui explique que l'individualisation n'est possible que si un accord d'entreprise a été conclu ou s'il y a un avis favorable du CSE sur décision unilatérale de l'employeur. Ça signifie que l'activité partielle individualisée peut être mise en œuvre par décision unilatérale après avis conforme du CSE qui peut donc bloquer son adoption. Notez que cette mesure est provisoire. Les accords ainsi conclus cesseront de produire leurs effets au plus tard au 31 décembre 2020. En outre, il y a l'articulation, le cumul possible aujourd'hui entre l'activité partielle et le télétravail en cas de réduction de l'horaire de travail. Donc, vous pouvez placer vos salariés en activité partielle pour le temps qui correspond à cette réduction et les placer en télétravail pour le temps travaillé. Attention, en tant qu'employeur, vous devez faire preuve d'une grande vigilance car il est essentiel d'encadrer et de contrôler de façon rigoureuse le temps de travail de vos salariés placés en activité partielle, en distinguant très précisément les plages travaillées et non travaillées. Il faut veiller à ce que vos salariés respectent l'interdiction de travailler pendant les périodes chômées. Donc, pendant ce moment, tout télétravail, ne fût-ce qu'un mail, par exemple, est totalement proscrit. Et le cas échéant, il vous incombera de faire un rappel à l'ordre ou d'envisager, le cas échéant, une sanction disciplinaire. En tout état de cause, vous devez être en mesure de rapporter la preuve de la durée du travail de chaque salarié concerné placé en activité partielle, démontrer qu'elle a été correctement décomptée. L'inspection du travail a d'ailleurs le pouvoir d'entendre les salariés afin de s'assurer que les éléments mentionnés dans les décomptes sont exacts et qu'ils n'ont pas été établis pour la cause. Les sanctions en cas de non-respect sont particulièrement lourdes. Le recours à l'activité partielle a été grandement facilité. Des contrôles sont aujourd'hui à prévoir, ce qui est assez logique puisque les autorisations de mobilisation du dispositif ont été accordées de façon quasi automatique. Contrôle a posteriori donc, l'objectif est double. L'objectif premier est la lutte contre la fraude, puisque parmi les principales fraudes identifiées figure la mise en activité partielle de salariés auxquels il est demandé en parallèle de travailler, de télétravailler, et les demandes de remboursement intentionnellement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés. Les contrôles seront donc fort logiquement ciblés sur les entreprises ayant présenté des demandes d'indemnisation sur des taux horaires élevés, sur les entreprises de secteurs fortement consommateurs d'activités partielles, comme le BTP ou les activités de services administratifs ou de soutien de conseil aux entreprises, et encore de façon
plus général, aux entreprises dont l'effectif est composé en majorité de cadres, dont l'activité est davantage susceptible d'être exercée en télétravail. De manière subsidiaire, il s'agit aussi de régulariser les demandes mal renseignées, en régularisant amiablement l'erreur dans les déclarations qui ont été effectuées. Le dispositif de l'activité partielle ne cesse d'évoluer dans le contexte actuel et il y a une évolution de la prise en charge depuis le 1er juin de cette année, puisque vous savez, avec la crise sanitaire, le chômage partiel dans le cadre du chômage partiel, l'État avait augmenté sa prise en charge. Donc l'employeur versait aux salariés une indemnité horaire correspondant à 70% du salaire de la rémunération brute et l'État prenait en charge 100% de cette indemnité. C'est l'allocation qui est versée par l'État. Depuis le 1er juin, l'indemnité versée aux salariés est inchangée. En revanche, la prise en charge de l'État est revue à la baisse. Elle passe de 100% à 85% de l'indemnité versée aux salariés. Ce qui signifie que les entreprises seront remboursées de 60% du salaire brut au lieu des 70% au plus fort de la crise. Évidemment, cette diminution de prise en charge ne s'applique pas aux secteurs fragilisés tels que le tourisme, la culture, la restauration, etc., dont la prise en charge reste fixée à hauteur de 100%. J'ajoute une actualité, c'est la loi relative qui a institué un dispositif spécifique d'activité partielle, l'activité réduite pour le maintien de l'emploi. En bref, dans le cadre d'un accord collectif, les entreprises qui s'engageront à ne pas supprimer d'emplois et à améliorer la compétence pourront réduire l'activité d'une partie de leurs salariés. La perte de revenus subie par les intéressés sera alors compensée en partie par l'État. L'entrée en vigueur, qui est possible a priori au 1er juillet de cette année, est subordonnée à la publication d'un décret. Et la durée de cet accord est limitée. Il concernera les accords transmis à la directe avant le 30 juin 2022. Donc, nous avons abordé le court terme. Voyons à moyen terme comment la poursuite de l'activité peut être envisagée. Car vous vous posez certainement la question des conditions dans lesquelles vous allez pouvoir poursuivre votre activité. Peut-être souhaitez-vous engager des réflexions sur la réorganisation de l'activité de l'entreprise en termes d'évolution du modèle économique très certainement, mais aussi en repensant l'organisation du temps de travail. Et pour cela, il sera indispensable d'intégrer les représentants du personnel dans la réflexion à mener. Vous savez que l'on accorde un rôle de plus important aux accords d'entreprise afin d'adapter au mieux les normes collectives aux réalités d'une entreprise donnée. De même, le CSE doit absolument être informé et consulté de façon récurrente ou ponctuelle, selon, avant toute prise de décision de l'employeur qui touche notamment aux conditions d'emploi et de travail. Vous devez donc, en tant qu'employeur, demander l'avis préalable du CSE avant de mettre en œuvre certaines décisions. Et le CSE doit rendre son avis dans un certain délai qui varie en temps normal de 1 à 3 mois. C'est assez important puisque si le CSE rend son avis hors délai, il est réputé avoir rendu un avis négatif. Notez que dans le cadre des dispositifs relatifs au Covid-19, les délais ont été aménagés notamment par un décret du 2020. Les délais d'information et de consultation du CSE et des déroulements des expertises ont notamment été réduits. Donc, on passe de 1, 2 ou 3 mois à 8, 11 ou 12 jours. Ce n'est pas négligeable. Ces nouveaux délais dérogent également aux délais conventionnels. Les dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir ou qui ont commencé à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020. Sachant que les délais qui ne sont pas encore issus dans cette période-là, l'employeur a la possibilité d'interrompre les négociations en cours et d'entamer une nouvelle procédure conformément aux règles dérogatoires, donc avec les délais réduits. Vont donc être concernées notamment les décisions relatives à la durée du travail, par exemple. En revanche, ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent pas au licenciement de plus de 10 salariés ou encore aux accords de performance collective. Alors, prenons 2 exemples d'accords susceptibles d'être conclus pour aménager les conditions de travail. L'un relatif à l'organisation du travail, je pense à la mise en place du télétravail. Dans le cadre du Covid-19, vous étiez tenu de maintenir vos salariés en télétravail sur le fondement de la menace d'épidémie. C'était donc possible sans l'accord du salarié. Mais qu'en sera-t-il après la crise? Pour un télétravail occasionnel, un simple accord entre l'employeur et le salarié suffit. Mais vous pouvez instaurer le télétravail de façon régulière
Pour cela, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur une négociation sur le sujet. Il faudra donc un accord collectif ou à défaut, une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE. Le second exemple est celui de l'accord de performance collective qui vous permet de vous adapter plus facilement à votre environnement économique, qui a pour finalité de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. L'objectif à atteindre est particulièrement vaste et le périmètre d'action est limité, puisqu'il va aborder des sujets qui concernent le socle contractuel, à savoir le temps de travail que l'on peut augmenter, le salaire que l'on pourra réduire, la qualification ou le lieu de travail. La phase de négociation est importante et l'accord collectif devra être signé par les syndicats représentatifs ou, le cas échéant, en l'absence de CSE, pourrait être proposé directement aux salariés. La particularité de cet outil est qu'il est opposable au contrat de travail, c'est-à-dire que si le salarié accepte cet accord de performance collective, ce dernier va s'appliquer directement à lui. En cas de refus, l'employeur aura la possibilité de procéder au licenciement pour un motif spécifique de ce salarié dans un délai de 2 mois. À long terme, enfin, se pose la question du maintien de l'activité et celle inévitable des éventuelles suppressions de postes, puisque si la poursuite de l'activité de votre entreprise peut s'avérer plus compliquée et que vous souhaitez malgré tout maintenir l'activité, et pour éviter, le cas échéant, la mise en œuvre du procédure collective, vous pouvez envisager des licenciements économiques collectifs ou des ruptures conventionnelles collectives. Concernant les licenciements économiques, un seul mot, vous ne pouvez par principe pas accumuler, pendant une période d'activité partielle, procéder au licenciement économique de salariés placés en activité partielle. En revanche, cette impossibilité ne concerne pas les salariés justement qui ne sont pas placés en activité partielle. À côté du licenciement économique, la rupture conventionnelle collective, qui est un accord collectif donc qui permet effectivement à vous, employeurs, de procéder à la suppression d'emplois de façon plus souple, sans nécessité de justifier d'un motif économique, sans mise en place d'un PSE. Et les salariés, eux, pourront, nécessairement volontaires, pourront quitter l'entreprise avec une indemnité de rupture et bénéficier, le cas échéant, de l'assurance chômage. Un dernier point sur l'impact de la crise sanitaire sur l'homologation par la directe. Je rappellerai simplement que les délais pour les ruptures conventionnelles ont repris leur cours à compter du 26 avril 2020. Vous le voyez, de nombreux outils existent pour vous permettre d'organiser au mieux votre activité et les conditions de travail de vos salariés et au final, adapter au mieux cette organisation aux besoins de votre entreprise. N'hésitez pas à les utiliser. Merci beaucoup, China. Et effectivement, je retiens qu'en droit du travail français, on a tous les outils qu'il faut pour permettre à votre entreprise d'évoluer dans ses relations avec les salariés. Il y a néanmoins une certaine complexité, mais qui est inhérente à la matière, et nous sommes là pour vous assister. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que vous avez la possibilité, à droite de votre écran, de poser des questions à tout moment. Nous y répondrons après le webinaire, ou le cas échéant par courriel, si vous envoyez votre question à info@valoris-avocat.com. Et vous avez également la possibilité de répondre également à droite de votre écran à des petits sondages. Je passe maintenant la parole à Maître Alice Anderlé qui va nous parler des mesures et de l'utilisation à bon escient des mesures qu'offre le droit français pour prévenir les difficultés des entreprises. Oui, bonjour à tous. Alors, pour commencer cette présentation sur les mécanismes légaux de protection de l'entreprise en difficulté, je vous propose un schéma global des différentes procédures. Donc, schéma global qui vous présente les procédures qui existent en droit français, et procédures préventives d'une part et procédures collectives d'autre part. On en dénombre 5, le mandat ad hoc, la sauvegarde, la conciliation, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Alors, le choix de l'une de ces procédures va en réalité dépendre de les difficultés que vous rencontrez, de leur ampleur, le cas échéant de leur ancienneté. Alors, comme vous le voyez matérialisé par les flèches, il y a des passerelles évidemment entre chacune de ces procédures en fonction de la conclusion ou non d'un accord, en fonction du respect ou non d'un plan qui a pu être arrêté dans le cadre de l'une de ces procédures. Et la notion centrale pour permettre de faire le choix de l'une de ces procédures, eh bien, c'est la notion d'état de cessation de paiement.
Si vous êtes en état de cessation de paiement, alors vous allez devoir solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Éventuellement, vous pourrez avoir recours à la conciliation, voire même à un mandat ad hoc. En revanche, la procédure de sauvegarde vous est totalement fermée. Alors, sur le slide suivant, on va entrer un petit peu dans le détail de cette notion d'état de cessation de paiement. C'est une définition légale qui nous est donnée par le Code de commerce, qui nous précise qu'un débiteur est en cessation de paiement lorsqu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Alors, pour apprécier cette notion, eh bien, effectivement, il va falloir faire une comparaison. Une comparaison entre, d'une part, l'actif disponible, qui est l'actif réalisable à bref délai pour l'entreprise, et d'autre part, le passif exigible. Alors, dans l'actif disponible ou réalisable à bref délai, concrètement, on va y trouver la trésorerie. En revanche, on ne prendra pas en compte ni les stocks, ni les immobilisations. Concernant le passif exigible, eh bien, on va prendre l'ensemble des dettes échues, les dettes certaines qui ne sont pas contestées, donc, à l'exception des dettes fiscales qui peuvent quand même être prises en compte, des dettes liquides, évidemment, dont on connaît le montant, et puis des dettes exigibles, comme je l'ai dit, un passif exigible. Et on fait la distinction avec un passif exigé, puisque là, on ne demande pas à ce que le créancier vous ait mis en demeure ou ait réclamé le paiement de sa créance pour pouvoir prendre en compte la dite créance dans votre passif exigible. On fait une comparaison entre les deux et on apprécie effectivement si le passif exigible est supérieur ou non à cet actif disponible. Et c'est exactement ce que va faire la juridiction saisie d'une demande d'ouverture de procédure préventive ou collective en se plaçant au jour où elle statue. Ça, c'est le principe. Alors évidemment, on a des dérogations qui ont été introduites de par les ordonnances du mois de mars et du mois de mai avec l'état d'urgence sanitaire. Il est vrai qu'à aujourd'hui et depuis le 12 mars en réalité, et jusqu'au 23 août 2020, eh bien la juridiction ne va pas se placer au jour où elle statue, mais va prendre comme date pour cet état de cessation de paiement la date du 12 mars, qui est celle du début de l'état d'urgence sanitaire. Cette exception étant faite, les restes des règles applicables continuent de s'appliquer et on a donc une fixation d'état de cessation de paiement qui peut ne pas être au jour où la juridiction statue, mais à une date antérieure avec un maximum de 18 mois. Et durant cette période maximale de 18 mois entre la date d'état de cessation de paiement et l'ouverture d'une procédure, eh bien, on est dans ce qu'on appelle la période suspecte. Période suspecte parce qu'en réalité, l'entreprise a fait un certain nombre d'actes pendant une période où finalement elle s'est avérée être déjà en état de cessation de paiement et on va avoir le cas échéant une remise en cause de ces actes. C'est ce qu'on appelle les nullités de la période suspecte, nullité de plein droit ou nullité facultative. Alors, à titre d'exemple, si pendant cette période, l'entreprise a transféré des actifs à titre gratuit, eh bien là, par exemple, c'est une nullité de droit qui peut être soulevée et donc le transfert est remis en cause, était annulé en réalité. Une autre incidence pour cet état de cessation de paiement et la date à laquelle il est fixé, eh bien, c'est le délai de 45 jours, délai à nouveau prévu dans le Code de commerce, qui est celui pendant lequel le dirigeant doit solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire s'il s'estime effectivement en état de cessation de paiement et sous peine d'engager sa responsabilité. Alors, dans le slide suivant, je voudrais m'attarder un petit peu sur des procédures préventives que sont le mandat ad hoc et la conciliation, où vous allez avoir la possibilité de faire intervenir un tiers dont vous allez solliciter la nomination, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, pour négocier avec vos créanciers, vos principaux créanciers. Et là, je reviens à ce que disait ma consoeur Maître Anthony tout à l'heure, dans l'intérêt de renégocier vos contrats, de renégocier le cas échéant un échelonnement de vos dettes, eh bien, le mandat ad hoc et la conciliation sont deux outils particulièrement intéressants pour ce faire. Ce tableau vous présente les principales différences, sont pas exhaustives, principales différences entre les deux procédures. À titre d'illustration, par exemple, la conciliation est à durée limitée, ce que n'est pas le mandat ad hoc. Vous avez le délai de 45 jours dont on parlait juste à l'instant qui va être interrompu si vous demandez l'ouverture d'une conciliation. À partir du moment où la procédure est ouverte, eh bien, le délai de 45 jours est interrompu. Et si vous deviez être en état de cessation de paiement pendant la négociation de l'accord, eh bien, vous n'engagez pas votre responsabilité en ne demandant pas
parallèlement l'ouverture d'une procédure de redressement, par exemple. Vous pouvez aussi, sous certaines conditions, en conciliation, demander au juge si vous avez un créancier qui vous met en demeure de payer des créances, que ce soit pendant la phase de négociation de l'accord de conciliation ou pendant la phase d'exécution de cet accord, ben vous pouvez obtenir des délais de paiement et le juge les oppose au créancier qui doit donc s'y conformer. Et puis enfin, peut-être encore une différence importante, c'est la remise des dettes publiques que vous pouvez obtenir dans le cadre de la conciliation si vous saisissez dans les 2 mois de l'ouverture, eh bien la commission des chefs des services financiers. Et ceci n'est pas possible dans le cadre d'un mandat ad hoc. Pour m'attarder encore davantage peut-être sur la conciliation et l'intérêt tout particulier qu'elle présente, dans le slide suivant, je vous ai donné quelques éléments concernant l'issue de la conciliation. Donc, en cas d'issue favorable, vous allez conclure un accord. Cet accord, il peut être simplement constaté par le président du tribunal ou alors il peut être homologué. Qui dit homologation dit jugement. Donc, vous avez quelque part une atteinte à la confidentialité puisque les 2 procédures, mandat ad hoc et conciliation, sont tout à fait confidentielles, sauf évidemment au moment du jugement. Alors, tout d'abord, précision, quand vous ouvrez un mandat ad hoc ou une conciliation, les représentants du personnel n'ont pas à être informés. En revanche, au moment de l'audience de conciliation, d'homologation de l'accord, eh bien, les représentants sont informés, sont convoqués et on leur communique la teneur de l'accord qui a été négocié. Et ce jugement est publié, mais ce jugement ne reprend pas le contenu de l'accord, précision importante, hein, il mentionne les garanties et privilèges qui ont pu être constitués, ainsi que les sommes qui sont garanties par le privilège de conciliation, j'y reviendrai juste après. Petite précision, pour pouvoir faire homologuer votre accord, il y a 3 conditions à remplir. Tout d'abord, il ne faut pas être en état de cessation de paiement. Il faut que la pérennité de l'activité soit assurée. Et dernièrement, il faut que l'accord ne porte pas atteinte aux créanciers non signataires. Sous ces 3 conditions, vous pouvez faire homologuer, donc par jugement. Et vous avez là des intérêts qui, à mon sens, sont particulièrement intéressants. Puisque vous avez des effets tout à fait spécifiques à cet accord homologué, au-delà de la force exécutoire, au-delà du fait que les intérêts ne sont pas capitalisés, eh bien, vous avez tout d'abord une date de cessation de paiement qui ne peut pas être antérieure à l'homologation. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les créanciers, donc vous, le cas échéant, hein, qui ont consenti des remises de dettes, des échelonnements, qui se sont fait consentir des sûretés en contrepartie des compromis qu'ils ont pu trouver, eh bien, tout ceci ne peut pas être mis en cause au titre de la période suspecte dont on parlait tout à l'heure, puisque l'état des cessations de paiement ne peut pas être antérieur au jugement d'homologation. Donc ça, c'est particulièrement important et ça incite évidemment les créanciers, le cas échéant, à consentir des remises ou des facilités à leurs débiteurs. Ensuite, il y a le privilège de conciliation que j'ai déjà évoqué. Alors, le privilège de conciliation, eh bien, c'est si vous fournissez un nouvel apport en trésorerie ou un nouveau bien, un nouveau service, de manière à assurer la continuité de l'entreprise, vous allez bénéficier d'un privilège pour le paiement de votre créance. Vous allez être payé en priorité, exception faite de la rémunération des salariés et des frais de justice, mais vous êtes en 3e position pour pouvoir vous faire payer. Vous n'allez pas être soumis, s'il y a ensuite une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui est ouverte, vous n'allez pas être soumis au plan. Vous allez avoir vraiment un traitement particulier qui, en principe, devrait pouvoir conduire à un paiement de votre créance due au fait des prestations ou des biens que vous avez pu fournir. Puis le dernier effet important en cas d'homologation de votre accord de conciliation, eh bien, c'est la levée des effets d'une interdiction d'émission de chèque pour le cas où vous auriez fait l'objet de cette interdiction. Donc, vraiment un mécanisme de la conciliation qui est important, qui permet effectivement de préparer un certain nombre de choses, d'aplanir un certain nombre de difficultés grâce à l'intervention d'un tiers, et puis aussi avec, pour les créanciers concernés, des effets non négligeables face à une entreprise en difficulté. Quelques mots aussi sur le pré-PAC-cession. Donc, effectivement, ces procédures préventives, si elles sont mises en œuvre suffisamment tôt, et c'est là où je voudrais insister, il faut savoir qu'elles existent et le cas échéant, il faut pouvoir s'en saisir à temps. Eh bien, vous avez la possibilité, dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, de
d'impartir à votre mandataire ou à votre conciliateur une mission toute particulière qui est celle d'organiser une cession totale ou partielle de l'entreprise. Et donc, vous allez effectivement pouvoir contacter en toute confidentialité des repreneurs potentiels d'une partie de l'activité dont vous souhaitez vous séparer. Vous allez pouvoir leur communiquer une information plus complète qu'en cas de procédure de redressement, par exemple. Vous allez avoir le temps aussi, le cas échéant, de le faire. Vous n'aurez pas des concurrents inconnus qui vont pouvoir venir aussi à la barre pour une reprise, puisque tout ceci va être négocié en cercle fermé. Le mandataire ou le conciliateur va recevoir ces offres et il va ensuite, dans un second temps, demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de sauvegarde dans laquelle, effectivement, pourra être mise en œuvre cette cession. Donc, c'est vraiment un mécanisme intéressant aussi, là encore, que permettent ce mandat ad hoc ou cette conciliation avec ce prépack cession. Enfin, pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots sur la procédure de sauvegarde, procédure également préventive dans la mesure où vous n'êtes pas encore en état de cessation de paiement. Sur le slide suivant, je vous ai mis un certain nombre de caractéristiques sur cette procédure qui est davantage encadrée par le Code de commerce que ne le sont le mandat ad hoc et la conciliation, peut-être aussi davantage judiciarisée. C'est lorsque votre entreprise fait face à des difficultés insurmontables de nature à la conduire à l'état de cessation de paiement, bien qu'elle ne le soit pas encore, eh bien, le débiteur, donc l'entreprise en difficulté, a la possibilité de solliciter l'ouverture d'une sauvegarde et il n'y a que lui qui puisse le faire, donc vous gardez la maîtrise. Qu'est-ce qui se passe une fois que votre jugement a ouvert cette procédure de sauvegarde? Eh bien, vous êtes en période d'observation. C'est une période en principe de 6 mois qui peut être renouvelée une fois et qui pourra peut-être de manière exceptionnelle être prolongée jusqu'à 18 mois pendant laquelle on va préparer l'adoption d'un plan. Alors, un plan de sauvegarde, c'est un plan de continuation sur 10 ans. Il y a eu des prorogations ici avec l'état d'urgence sanitaire, mais hors matière agricole, le principe, c'est 10 ans. Et puis, le cas échéant, un plan de cession partielle, comme on le disait juste avant, précédé, par exemple, d'un prépack cession. Dans le cadre de cette période de sauvegarde, vous, débiteurs en difficulté, eh bien, vous gardez la maîtrise et vous restez aux commandes. C'est-à-dire que le dirigeant n'est pas substitué par un administrateur judiciaire. C'est lui qui va continuer d'effectuer les actes de disposition et d'administration. Le cas échéant, il sera surveillé ou il sera assisté du mandataire, mais pas davantage. Alors, à l'inverse, si vous êtes créancier d'un débiteur qui, lui, se trouve être en procédure de sauvegarde, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est votre déclaration de créance. On l'a évoqué rapidement avec Maître Anthony tout à l'heure. Déclaration de créance, puisque votre débiteur en procédure de sauvegarde, tout comme en redressement ou en liquidation d'ailleurs, ne peut pas régler, ne peut pas payer les créances antérieures à l'ouverture de la procédure. Et donc, vous devez déclarer auprès de l'administrateur judiciaire votre créance dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement au BODAC, donc c'est le bulletin officiel pour les annonces civiles et commerciales. Et ce délai est prorogé si vous résidez hors métropole, donc je pense à l'outre-mer, mais également évidemment à tous les créanciers établis à l'étranger. Donc, vous faites cette déclaration de créance. Le cas échéant, vous pouvez aussi vous faire nommer créancier contrôleur. Il faut en faire la demande auprès du juge commissaire. Et vous avez alors une triple mission, celle tout d'abord de surveiller le déroulement de la procédure. Vous avez aussi la possibilité d'aider le représentant lors de la vérification des créances. Et puis, en cas de carence du mandataire, vous allez pouvoir agir dans l'intérêt collectif des créanciers. Alors, c'est des fonctions qui sont exercées gratuitement. Vous allez me dire quelle contrepartie? Eh bien, la contrepartie non négligeable, c'est que vous avez une information particulièrement complète sur votre débiteur, puisque vous allez être convoqué à tous les stades importants de la procédure. Vous allez pouvoir avoir connaissance des offres de cession qui sont faites. Vous allez pouvoir discuter et donner votre avis sur les plans qui peuvent être arrêtés. Donc, plan de sauvegarde dans le cadre de la procédure de sauvegarde, mais également ce mécanisme existe pour le redressement judiciaire. Vous allez aussi vous interroger sur le sort de votre contrat en cours. Eh bien, le principe, c'est qu'il va continuer exactement dans les mêmes conditions, quand bien même votre débiteur est en sauvegarde, quand bien même il n'a pas exécuté, lui, une partie de ses obligations. Vous allez pouvoir mettre en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti sur ce contrat. S'il ne vous répond pas dans le délai d'1 mois, le contrat est résilié automatiquement.
Et puis, à défaut, eh bien, l'administrateur, effectivement, peut exiger la continuité de ce contrat. À ce moment-là, il doit absolument vous payer à échéance. Les arriérés ont fait l'objet de la déclaration de créance, hein, donc ce n'est qu'un paiement de tout ce qui est postérieur à l'ouverture de la procédure. L'administrateur peut aussi prendre l'initiative de résilier le contrat par l'intermédiaire du juge commissaire. Mais en tout cas, le principe, c'est que votre contrat continue. Suivant la taille de l'entreprise, vous pourriez aussi faire partie des comités de créanciers, hein, qui ne sont pas les créanciers contrôleurs, mais là, ça se ressemble en termes d'informations que vous pouvez avoir. Et puis enfin, le plan de sauvegarde, lorsqu'il est adopté, effectivement, si vous êtes créancier soumis au plan de sauvegarde, vous pouvez voir rééchelonner le paiement de vos créances, voire avoir consenti des remises. Un mot pour terminer, pour vous dire qu'il existe 2 procédures de sauvegarde particulières, dites accélérées, comme le nom l'indique. Effectivement, elles ont des délais de procédure beaucoup plus courts et permettent d'aboutir à un plan plus rapidement. En principe, elles sont réservées donc à des entreprises qui franchissent certains seuils. Les 10 seuils ne sont plus applicables jusque fin d'année en raison de l'état d'urgence sanitaire. Et puis, la sauvegarde financière suppose évidemment des créanciers financiers, donc un endettement, par exemple, bancaire, pour vous permettre d'y prétendre. Et les deux, encore une fois, supposent l'existence d'une procédure de conciliation en cours. Et je reviens et j'en terminerai par là pour insister sur le fait que la procédure de conciliation, notamment, présente un intérêt stratégique et tout à fait particulier et peut-être sans doute bienvenu en cette période. Voilà. Merci beaucoup Alice, et merci notamment d'avoir mis l'accent sur les mécanismes de protection offerts par le droit français. Et donc le droit des entreprises en difficulté n'est pas qu'un droit sanction, mais c'est aussi un droit qui met l'accent sur la négociation, là encore, et les discussions entre créanciers et débiteurs. Nous allons maintenant passer à la partie fiscale de cette présentation, et avant, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de poser des questions dans la partie à droite de votre écran, ainsi que la possibilité de répondre à des sondages. Nous allons maintenant regarder ensemble les quelques aspects fiscaux des moyens de recapitalisation, de refinancement par la dette et d'autres outils de refinancement de votre société. Pour faire simple, il y a 2 moyens de refinancer une activité, c'est soit par fonds propres, soit par la dette. Les fonds propres, c'est l'argent qui vient des actionnaires, que ce soit des actionnaires existants, que ce soit de nouveaux actionnaires comme des salariés, une ouverture au capital. Et le refinancement par la dette peut prendre la forme de financement bancaire ou bien d'un financement intra-groupe. Nous allons voir ensemble les quelques aspects fiscaux de ces différents moyens de refinancement. Commençons par le financement par fonds propres qui va prendre la forme d'une recapitalisation de votre société ou de votre filiale, sachant que au plan juridique, l'apport en capital social peut être interne, donc c'est l'actionnaire ou l'associé existant qui remet de l'argent au capital social en l'échange de l'émission de nouvelles actions ou de l'augmentation des nominales, ou bien il peut être également externe, donc ça suppose de faire appel au marché, par exemple, du crowdfunding, ou bien également d'ouvrir le capital aux salariés. Dans tous ces cas, il faut prêter évidemment une attention particulière au formalisme juridique et également aux conséquences que cela aura pour vous en termes financiers. La recapitalisation aura très souvent pour effet d'assainir votre situation bilancielle, notamment si vous procédez à ce qu'on appelle en droit français à un coup d'accordéon, c'est-à-dire que vous augmentez le capital social et ensuite vous le réduisez en apurant les pertes comptables que vous avez pu avoir. Ce mécanisme d'ailleurs peut être optimisé au plan fiscal, puisque s'il est bien organisé, cela vous permettra de faire disparaître de votre bilan le déficit comptable que vous avez, mais de maintenir les déficits fiscaux, qui sont évidemment une source d'optimisation fiscale pour l'avenir, soit parce que vous reportez les déficits fiscaux en avant de manière indéterminée dans le temps, soit parce que vous profitez des possibilités que vous offre le droit français de faire ce qu'on appelle un carry-back, et donc de reporter votre déficit fiscal de l'année 2020 sur les résultats positifs, par exemple de l'année 2019. Et actuellement, vous avez des possibilités
possibilité un peu facilitée de vous faire rembourser les créances dites de carry-back. Sinon, le mécanisme de recapitalisation est neutre fiscalement et c'est notamment une des grandes différences par rapport aux autres modes de refinancement. Le prêt, le refinancement par le prêt peut prendre la forme, et c'est la facilité, la forme la plus facile, la forme d'un prêt intragroupe ou d'un prêt d'associé, que ce soit formalisé sous la forme d'un contrat de prêt ou d'un apport en compte courant d'associé. Dans les deux cas, faites attention au formalisme juridique, même si vous êtes en intragroupe. Il faut conserver des traces des modalités juridiques de remboursement, de taux d'intérêt qui sont applicables en cas de contrôle fiscal. L'impact fiscal majeur de cette forme de financement, et j'attire votre attention particulièrement là-dessus, c'est que si vous êtes financé par la dette par votre associé, vous allez lui payer des intérêts et la question au plan fiscal qui se pose est de savoir si ces intérêts sont déductibles de votre résultat imposable ou, si le cas échéant, s'ils augmentent les déficits fiscaux dont vous disposez. C'est tout ce corpus de règles qu'en droit fiscal nous appelons les règles de sous-capitalisation, mais qui ont été profondément modifiées par le droit européen, et d'ailleurs c'est une modification qui a été largement inspirée par les règles introduites avant tout en Allemagne. Ces règles-là, on ne peut pas rentrer dans le détail ici en 5 minutes, mais sachez qu'il existe des règles assez strictes de limitation de la déductibilité des intérêts qui sont payés au sein du groupe, notamment, et que il faut prêter attention à ça, notamment si le montant cumulé des intérêts payés est supérieur à 1 million ou 3 millions d'euros, ou à 10% ou 30% de l'EBITDA en fonction de la situation de votre groupe. L'autre moyen de refinancement par la dette, c'est naturellement le prêt bancaire. Donc là, il peut également y avoir des aspects fiscaux à prendre en compte, mais notamment ce qu'il faut bien vérifier, c'est le formalisme juridique. Et si des garanties sont octroyées par des sociétés du groupe, vérifiez si ce service qui est fourni par la société du groupe qui vous garantit doit être rémunéré ou non, puisque cela peut poser des questions tant en droit fiscal national, c'est la théorie de l'acte anormal de gestion, si une société ne se fait pas rémunérer, sauf à ce qu'elle ait une contrepartie par ailleurs, et puis en droit fiscal international, si c'est une garantie octroyée par une société étrangère, il faut vérifier également la rémunération de ce service qui est fourni pour satisfaire pleinement aux règles applicables en matière de prix de transfert. Sur la page suivante, nous allons voir d'autres modalités de financement. Je vais passer sur les financements hybrides et le crowdlending pour aborder le sujet de l'abandon de créances. Au sein d'un groupe, il est fréquent qu'il existe des relations commerciales entre une société mère et sa filiale, par exemple, ou entre deux sociétés sœurs, une qui produit, une qui distribue, et donc des flux de créances. Cette créance, en cas de difficulté de la société débitrice, il peut être tentant d'y renoncer, que ce soit de manière définitive ou temporaire. Cette renonciation prendra la forme d'un abandon de créance, une convention d'abandon de créance qu'il faudra rédiger proprement au plan juridique, avec ou sans clause de retour à meilleure fortune. Si vous décidez de ne renoncer à la créance que de manière temporaire, tant que la situation de crise perdure, vous pourrez insérer dans la convention d'abandon de créance une clause dite de retour à meilleure fortune qui permettra à la dette de renaître dès que la situation ira mieux. Là également, il faut faire attention au régime fiscal de l'abandon de créance. On a en règle générale une symétrie entre une déductibilité et une non-imposition, ou une non-déductibilité et une non-imposition entre le débiteur et le créancier, mais il peut y avoir très fréquemment des effets de dissymétrie, et notamment dans un cadre international, où le créancier qui renonce à la créance ne peut pas constater une perte exceptionnelle, mais corrélativement, la société bénéficiaire de l'abandon de créance, elle, doit constater un profit imposable. Donc là, il convient d'y prêter extrêmement attention pour éviter ce piège, puisque c'est source de déperdition financière, car fiscale.
Un moyen d'optimiser la chose peut être non pas de renoncer à la créance par le biais d'une convention d'abandon de créance, mais d'apporter en capital social l'abandon de créance. Donc c'est une sorte d'apport en nature, sauf que juridiquement c'est qualifié d'apport en numéraire dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible. Et cela permet d'optimiser la renonciation à la créance au plan fiscal. Enfin, le dernier point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, et là c'est une évolution et des moyens de refinancement à plus long terme, c'est naturellement la réorganisation de votre entreprise et de son business model, qui peut prendre la forme de modification de la supply chain et des fonctions de distribution, ou qui peut prendre la forme de délocalisation ou de relocalisation de fonctions ou d'activités tout entières. Si vous décidez de modifier les fonctions de distribution, cela peut avoir un intérêt fiscal, notamment si votre filiale de distribution est rémunérée sur la base d'un contrat d'achat-revente, puisqu'actuellement, il est fort probable dans ce cas qu'elle soit touchée de plein fouet par la crise et qu'elle constate des pertes, faute de clients, et donc de marge négative. Il peut être dans ce cas-là envisagé, à court, moyen ou long terme, de transformer cette fonction en une fonction beaucoup plus routinière avec des risques plus limités, soit sur la base d'un contrat de commissionnaire ou sur la base d'un contrat dit de Limited Risk Distributor, donc de distributeur mais avec des risques limités, ou bien d'un contrat de prestation de service. Dans ces cas-là, la rémunération sera beaucoup moins fonction du risque assumé et pourra être axée, par exemple, dans certains cas, sur les coûts exposés par la filiale afin de lui garantir un revenu minimum qui sera toujours en zone positive, mais qui sera très faible. Ces changements de fonction peuvent conduire à des transferts de clientèle ou de fonds de commerce, à des pertes de gains potentiels. Et dans ce cas-là, l'administration fiscale peut être tentée de requalifier ou d'imposer les flux qui ont lieu. Donc, si vous faites cela, ça peut être une bonne idée, mais faites bien attention à ces aspects de transfert de clientèle et ces transferts de fonctions et de risques. De la même manière, si vous décidez de délocaliser ou de relocaliser une activité en France, eh bien, vous allez avoir des impacts, bien entendu, contractuels, des impacts sur la TVA et sur les droits de douane, mais vous aurez également des impacts potentiels en matière de prix de transfert, puisque le pays qui va perdre l'usine, par exemple, dans laquelle vous étiez implanté, au profit de la France, en cas de relocalisation en France, va vouloir imposer cette perte de chance au profit de la société française. Donc, ces aspects de prix de transfert et de droits d'enregistrement doivent être pris particulièrement en compte. Voilà, eh bien nous avons fini notre présentation pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous remercie de les poser soit dans le cadre à droite de votre écran, soit de nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, info@valorisavocat. En toute cette cause, toute l'équipe Recover de Valoris Avocat sera ravie de répondre à vos questions. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions dans la rubrique chat, comme vient de le faire Madame Heinrich. Et pour l'instant, c'est bonjour. Ou bien dans la rubrique questions. Et vous avez également la possibilité de répondre à des sondages. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions à ce stade, je vous propose d'en rester là avec 10 minutes d'avance sur notre timing. Je vous remercie de votre participation, de votre attention au nom de toute l'équipe Recover du cabinet Valoris Avocat. Je vous souhaite bonne chance. Nous sommes là pour vous aider si vous en avez besoin. N'hésitez absolument pas à nous contacter à tout moment. Nous avons une question de Madame Heinrich qui demande, dans le cas d'un apport d'abandon de créance au capital, que se passe-t-il de la clause de retour à meilleure fortune? Alors, la clause de retour à meilleure fortune se trouve dans les conventions d'abandon de créance.
Donc, je suis créancier, vous êtes débitrice. Je renonce à ma créance tant que vos capitaux propres sont en mauvaise situation, tant que la crise dure, en fonction de critères qu'on va définir dans le contrat. Et le jour où ça ira mieux, la créance renaîtra. En revanche, si j'apporte ma créance au capital social, j'apporte, comme je l'ai dit, une créance certaine, liquide et exigible, et là, je n'ai pas de retour à meilleure fortune. J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, Claudine, on pourra en discuter au téléphone. D'autres questions? Alors, je regarde sur les sondages. Nous n'avons pas beaucoup de réponses aux sondages qui sont donc sur la troisième partie, troisième colonne à droite de votre écran. Nous avons demandé, pensez-vous revoir vos contrats à la lumière des questions évoquées aujourd'hui? Donc, ce ne sont pas des réponses statistiquement fiables puisque nous avons 3 réponses, mais pour l'instant, une personne a répondu oui, 2 personnes non. Je pense que vous devriez revoir vos contrats néanmoins, soit vous-même, soit faire appel à nos services si vous en avez besoin, mais faites-le pour vérifier notamment l'adéquation à tout ce que Anthony nous a exposé en termes d'imprévision, de force majeure, de difficultés. Avez-vous observé des changements d'attitude dans les relations avec vos clients et fournisseurs depuis le début de la crise? Donc là, 75% des répondants ont dit oui. Et pensez-vous que la reprise d'activité va être rapide, lente ou très lente? Alors, nous avons de plus en plus de réponses et je vous en remercie. Une forte tendance se dessine pour une reprise lente à l'horizon 2021-2022, et c'est globalement plutôt positif puisque nous n'avons pas de réponse franchement pessimiste sur une reprise très lente, ce qui correspond effectivement aux observations que nous voyons nous aussi de la part de nos clients qui relancent les projets d'investissement en France actuellement. C'est extrêmement encourageant. Et voilà, nous avons quelques petites variations dans les sondages, quelques réponses, je vous en remercie, mais les tendances restent les mêmes. Si vous n'avez pas d'autres commentaires ou questions, je vous remercie pour votre attention et puis vous dis à très bientôt. Au revoir.